Le vote par défaut, la lassitude démocratique, voilà l'un des thèmes que l'on va aborder tout de suite avec mes invités. Laetitia Stroche-Bonnard, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes essayiste, rédactrice en chef à l'Express. Vous publiez De la France, ce pays que l'on croyait connaître. C'est aux éditions Perrin. Étienne Ollion, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue, chercheur au CNRS. Votre livre, Les candidats, novices et professionnels en politique aux presses universitaires de France. Jean-Laurent Casely, bonsoir. Vous êtes journaliste pour Slate, pour l'Express également, essayiste, co-auteur avec Jérôme Fourquet de La France sous nos yeux, économie, paysage, nouveaux modes de vie, publié au Seuil. Et Laetitia Krupa, éditorialiste politique, est restée à mes côtés. Peut-être une réaction après notre reportage pour commencer. On l'a vu, beaucoup d'habitants de Mantes-la-Ville qui ont pas regardé le débat, comme la grande majorité des électeurs. Je le rappelle, 32 millions sur les 48 millions d'inscrits n'ont pas allumé leur télé hier soir. Est-ce que vous y voyez, Laetitia Stroche-Bonnard, un signe supplémentaire de cette lassitude démocratique française? C'est possible. Après, il faudrait comparer aux autres élections. On peut très bien s'intéresser à la politique et ne pas avoir envie de regarder le débat parce qu'on a déjà fait son choix. Peut-être que le débat s'adresse aussi à ceux qui comptent s'abstenir. Et donc, parmi ces personnes, certaines vont peut-être regarder par hasard, mais je ne crois pas que le débat soit vraiment décisif. Après, ça ne signifie pas qu'on ne doive pas en attendre quelque chose d'un débat. Et en l'occurrence, je pense que ce débat était quand même un petit peu décevant, notamment parce qu'il était très technocratique. C'est-à-dire que ça parlait même beaucoup... du côté de Marine Le Pen. Parce mais oui, mais alors d'ailleurs, elle était à contre-emploi total. Je pense qu'elle a essayé de, renforcer cet aspect-là qui lui avait manqué il y a 5 ans. Donc là, elle connaissait bien ses sujets, elle regardait un petit peu ses fiches, mais bon, franchement, elle était plus solide. Le problème, c'est qu'il n'y avait aucun débat de fond. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, à mon avis, a choisi une stratégie assez prudente, qui était de rester sur ce terrain sans aller sur le terrain des grandes idées. Le problème, c'est qu'on n'avait pas vraiment de débat. Il y a quand même des choses dans leurs programmes respectifs qui sont intéressantes ou inquiétantes. Je pense notamment chez Marine Le Pen, beaucoup de choses qui concernent l'état de droit, qui n'ont pas été discutées, alors que c'était des cibles faciles et même, je dirais, importantes. Donc je suis assez déçue. C'était une bataille de chiffres, une bataille de réformes. Je ne sais pas si tout le monde comprenait ces débats entre la TVA versus le bouclier. Enfin, je me demande et je le regrette. Juste quand on regarde aussi les chiffres d'audience, il y a peut-être un petit mea culpa à faire, nous journalistes. Il y avait une hubris médiatique, c'est-à-dire qu'on a monté ce débat comme étant vraiment la pierre angulaire de cette campagne où tout allait basculer. On l'a vraiment monté en épingle. Enfin, il faut voir la mise en scène médiatique. C'était limite une excitation comme ça, mais très refermée. C'est aussi parce qu'il n'y avait pas eu de débat d'avant. Oui, alors oui, et puis Marine Le Pen avait refusé tout débat. Bien sûr qu'Emmanuel Macron, mais on ne cite jamais Marine Le Pen. Marine Le Pen a refusé tout débat jusqu'à celui d'hier. Donc elle acceptait un débat à 12 avec Emmanuel Macron. D'accord, voilà. Mais en tout cas, factuellement, elle a refusé tous les débats. Et donc, il y avait comme ça cette attente, mais qui était complètement exagérée, et bien sûr qu'on est déçu. C'est comme un rendez-vous amoureux. Vous voyez, quand on vous dit que le prince charmant arrive et que finalement, vous avez le voisin d'à côté... il y a toujours de la déception, c'est pareil. Étienne Ollion, est-ce que, à l'aune de ces audiences, on peut craindre une abstention record dimanche? Est-ce qu'il faut forcément faire le lien? Probablement pas, en effet, parce que, comme l'expliquait Laetitia Stroche-Bonnard, il y a en effet un décalage entre les gens qui vont voter et les gens qui regardent le débat. Enfin, quand même, quand on prend dans le temps les audiences en fait des débats, on a le débat qui a fait le moins de visibilité depuis qu'on a des débats, c'est-à-dire depuis 1974 dans l'entre-deux tours. Donc ça, c'est un signe, surtout si, en effet, comme vous le dites, il avait été tellement monté en épingle, on aurait pu s'attendre justement à ce qu'il y ait plus de gens qui veuillent s'informer, et de fait, ça n'est pas le cas. Et oui, pour revenir sur la question que vous évoquiez tout à l'heure, il me semble que c'est une brique de plus dans l'explication de cette, on dit, fatigue, désarroi démocratique qu'on voit à l'heure actuelle, qu'on voit sur l'abstention. Alors, elle a été moins forte cette fois-ci, qu'on l'attendait au premier tour, mais elle a quand même été plus forte que d'habitude. Et puis surtout, en fait, l'abstention gagne du terrain, élection après élection. Et là,
Je suis pas très bon pour faire des prévisions politiques, mais enfin, il me semble que le premier et le second tour des législatives seront sûrement marqués par une abstention beaucoup plus forte. Donc ça, c'est toute une série d'éléments. On pourra en citer beaucoup d'autres, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais qui, à mon avis, attestent de cette fatigue démocratique. Oui, puisqu'on va vraiment débattre autour des fractures françaises, cette terminologie. Est-ce qu'elles sont ravivées par la présidentielle? Ce sera évidemment le thème central de notre discussion. Jean-Laurent Casely, c'est la France qui ne se sent pas ou plus concernée par la politique, elle grandit inexorablement? Je ne saurais dire. Pendant cette campagne, j'ai été un peu au diapason des Français, c'est-à-dire que je l'ai suivi en pointillé, tout en faisant autre chose. Ouais. Je suis par exemple allé dans les meetings des candidats, notamment le grand meeting d'Emmanuel Macron à la Défense Arena, celui qu'il a fait à Marseille, et le meeting de Marine Le Pen à Avignon Sud, dans l'entre-deux-tours. Et j'étais assez frappé de voir que dans le public, donc de militants quand même, des premiers cercles, puisque c'était quelques milliers de personnes, plus exactement, en fait, c'était pas plein. Aucun des deux candidats n'a fait ça le comble dans l'entre-deux-tours. Et les gens agitaient des petits drapeaux dans ces mises en scène à l'américaine, pour chaîne d'infos en continu. Alors je ne parle pas de Public Sénat, bien sûr. Et c'est vrai qu'on... Non, mais c'est vrai que ce sont il faut le rappeler, les camps de chaque candidat qui fournissent les images des meetings. Exactement. En général, d'ailleurs, c'est noté, mais c'est important de le dire. Et quand vous êtes présent en tant qu'être humain dans un meeting, en fait, c'est pas très charnel, et on sent que c'est fait pour les télés, pour les images des JT. Et en fait, la ferveur, franchement, moi je l'ai trouvée, et dans les deux camps, j'ai trouvé qu'elle n'était pas très palpable, et ni dans les discours, ni dans la fosse, j'allais dire. Et c'est quand même oui, alors on pourrait attendre quoi, particulièrement de ferveur de la part des militants qui se déplacent encore pour voir un meeting. Voilà, de ce point de vue-là, j'étais un peu déçu. Ouais. Alors on va continuer d'ausculter en quelque sorte ces audiences records à la baisse avec Marion Vigreux qui doit être juste là en coulisses. Voilà Marion. Bonsoir Marion. Alors, est-ce que ça marque une certaine rupture, ces audiences? Effectivement, on peut dire ça, puisque ce duel d'entre-deux tours, vous l'avez évoqué tout à l'heure, enregistre les pires audiences télévisuelles de tous les débats organisés depuis 1974, avec ce chiffre, 15,6 millions de téléspectateurs. C'est 2 fois moins que le débat qui avait explosé tous les records en 88. François Mitterrand et Jacques Chirac s'affrontaient alors devant 30 millions de téléspectateurs. Et si on se penche sur l'évolution qu'on découvre à l'antenne de ces audiences, on observe qu'elles s'érodent d'année en année. En 2007, le débat entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal enregistrait 20 millions de téléspectateurs. En 2012, 17,7 millions pour le duel entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. Et en 2017, 16,4 millions pour déjà Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Néanmoins, on peut apporter cette nuance. Ce débat présidentiel n'est aujourd'hui plus seulement suivi uniquement à la télévision. Hier, et pour la première fois, il était également diffusé et commenté sur 4 chaînes de la plateforme Twitch. Celle du journaliste Samuel Etienne, que vous découvrez à l'antenne, mais aussi d'Hugo Décrypte, de Jean Massier et de Sardoche. Des streamers qui ont d'ailleurs dû débourser 1 500 € pour réutiliser les images de TF1 et de France 2. La plateforme enregistre une moyenne de 173 000 spectateurs réunis sur les 4 chaînes, avec un pic d'audience à 280 000 vers 22h. Et puis évidemment, il y a ce qu'on peut appeler le méta-débat, c'est-à-dire que le débat, il a été commenté sur les réseaux sociaux. Pour sa diffusion, il a suscité 1,7 million de tweets et 2,5 millions sur les dernières 24 heures. Et enfin, dernière information, ce débat est aujourd'hui disponible en replay sur YouTube et notamment sur notre chaîne YouTube. Ainsi, le débat et l'émission de débrief que vous animiez hier, Thomas, a été vu par près de 200 000 spectateurs. On voit donc qu'il y a une pluralité de supports pour diffuser ce débat et toucher des publics très différents. Mais néanmoins, si on additionne toutes les audiences, on n'atteint toujours pas ce record de 1988. On en est même très loin. Même très loin, effectivement. Aussi, la question qui se pose désormais, c'est devons-nous revoir le modèle de cet exercice qui fait aujourd'hui plus figure de show télévisé que de débat de fond? C'est ce qu'évoquait d'ailleurs hier sur notre plateau Sonia De Villers, la productrice et présentatrice de l'Instant M sur France Inter. Écoutez-la. On gagnerait beaucoup à avoir un modèle comme au Canada, comme aux États-Unis, avec des commissions parlementaires pluripartites, bipartisanes évidemment. Oui, c'est-à-dire avec des règles du jeu écrites, validées. Alors, écrites, validées, ouais. Rediscutées tous les 5 ans par une commission où tous les partis sont représentés, et on laisse les équipes de campagne en dehors de ça, on laisse les candidats en dehors de ça.
Et on rappelle que dans le modèle américain, les candidats à la présidentielle débattent 3 fois face à face avant l'élection. Merci Marion. Jean-Laurent Casely, un débat présidentiel, c'est quand même un moment de mémoire collective. Vous voyez ce que je veux dire, qui participe à notre bien commun. Est-ce que, je reviens, moi je suis un peu obsédé par cette mauvaise audience, je ne veux pas non plus surdimensionner les leçons qu'on peut en tirer, mais est-ce que ce n'est pas là aussi un signe de cette France morcelée que les uns et les autres vous observez depuis un certain temps? On se construit de moins en moins de biens communs ou de souvenirs collectifs. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse, avec cette idée? C'est vrai que c'est un débat qu'on va quand même très vite oublier, parce que comme vous l'avez bien dit, en fait, on a surjoué l'attente. En fait, on a l'impression que c'était la finale, le match retour de la Coupe du Monde, le Super Bowl de l'entre-deux tours. Et c'est vrai que, comme l'a dit Laetitia, moi, dès les premières minutes, la technicité en fait de la séquence pouvoir d'achat avec affrontement entre fiches de techno, c'est pas possible. Et je pense que si nous, commentateurs, experts entre guillemets de la politique, on s'ennuie, on lâche, qu'en pensent les Français moyens, j'allais dire, devant leur télévision. C'est pas injurieux de dire ça, c'est que ce sont des débats qui là n'étaient pas pensés pour l'affrontement de deux projets, qui étaient plutôt quelqu'un qui jouait offensif sur sa stature de chef d'État et une candidate qui, elle, ne voulait pas faire de bourde et ne pas marquer contre son camp, mais du coup on s'est ennuyé pendant ce match. Voilà. Mais Laetitia Stroessbonard, je suis pas tout à fait d'accord avec vous sur le côté techno, pas chez Marine Le Pen quand même. Je trouve que même dans les termes employés, elle faisait bien attention de s'adresser à tous les Français et d'être logique avec la candidate du pouvoir d'achat, celle qui est ressentie par les Français comme ayant le plus de proximité, avec beaucoup d'avance d'ailleurs sur cette question sur Emmanuel Macron. Oui, alors je résumais l'impression générale. En fait, dans cette technicité, elle a en effet essayé à certains moments de prendre de la hauteur. Et d'ailleurs, à ce moment-là, elle change complètement de ton et de gestuelle. Elle se lève de ses fiches, elle se met droite et elle donne son discours qu'on connaît sur ce qu'elle pense de la nation, de la nation glorieuse, de sa puissance, de son histoire, de son destin. Et là, elle assume complètement son vocabulaire, disons, national populiste. Et là, elle est meilleure. Et en effet, là, elle fait autre chose que du techno. Mais si en face, vous n'avez rien, vous n'avez pas de discours à la même hauteur, en fait, ça tombe un petit peu à plat. Il ne se passe rien. Ce qu'a fait Emmanuel Macron, lui, de son côté, c'est qu'il a alterné techno avec des raisonnements intellectuels assez fins, assez subtils et assez intéressants, parce qu'il lui disait, mais vous dites ça et vous vous contredisez. Par exemple, vous voulez baisser la TVA sur l'énergie fossile, mais en même temps, vous voulez lutter contre le réchauffement climatique. C'est contradictoire. Et il fallait avoir suivi toute la discussion pour comprendre ce qu'il voulait dire. Il est très bon là-dedans, parce que c'est quelqu'un qui va vite, qui est intelligent. Et donc là, le débat prenait un petit peu forme, mais ça retombait aussitôt parce qu'elle ne suivait pas non plus. Donc j'avais l'impression en fait qu'ils ne se parlaient pas. Ce n'était pas un dialogue. Ils parlaient chacun une langue différente et ils se rencontraient très rarement. Et peut-être, vous l'avez évoqué dans la première partie de notre émission, mais pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, c'est intéressant, le saucissonnage renforce cette sensation. Oui, bien sûr, mais vous avez tout à fait raison. L'impression que j'ai eue vraiment à la fin de ce débat, c'est qu'il s'adressait à deux Frances complètement différents, à deux publics complètement différents, et que leur verbatim, leur théorie, leur argumentaire étaient vraiment sur des lignes parallèles qui ne pouvaient pas se rencontrer. C'est-à-dire que l'un attaquait sur le fond, sur la technicité, et elle, en populiste qu'elle est, utilise des concepts complètement clichés, un peu vaporeux, qui nous parlent parce que c'est le registre de l'émotion, mais qui ne peut pas rencontrer les arguments du technocrate. Ce sont deux visions très opposées de la France. Étienne Ollion, est-ce que Marine Le Pen a réussi avec ce débat la phase ultime de sa normalisation, de sa banalisation d'une certaine façon? Écoutez, c'est intéressant que vous le posiez comme ça, parce que je me disais en quittant le débat hier, en éteignant ma télévision, que finalement, s'il y avait un adjectif que je retiendrais pour ce débat, c'est un débat normal. Et un débat normal, ça peut s'entendre de deux manières. Ça peut s'entendre en disant, il ne s'est rien passé de significatif, on n'aura pas la fameuse petite phrase Mitterrand qui demande, ou Giscard qui demande à Mitterrand le prix du marque, et Mitterrand qui le fait traîner, et qui finalement lui donne le prix, le monopole du cœur, etc. Mais par contre, on aura aussi un débat normal, au sens où on aura un débat entre deux candidats qui sont considérés et qui se sont posés l'un comme l'autre comme des adversaires respectables et respectés
respecter l'un de l'autre, comme des personnes qui peuvent avoir une discussion. Et je trouve que c'est très intéressant, justement, dans la perspective qui est celle de Marine Le Pen, parce qu'elle arrive à se poser comme une candidate légitime qui peut interagir dans ce qui est quand même le moment de la discussion forte d'une élection présidentielle qui est quand même le sceptre de la Ve République. Et donc, de ce point de vue-là, je suis entièrement d'accord avec vous, ce débat a participé de cette normalisation. Est-ce qu'il y a quand même une phrase que vous retiendrez pour l'histoire ? À part Gérard Majax, vous voulez dire? À part Gérard Majax. Peut-être la phrase sur la relation de Marine Le Pen avec Vladimir Poutine. Vous parlez à votre banquier, Laetitia? Alors, je sais que c'est la phrase. Vous avez le droit de dire que vous en retenez aucune. Je sais que c'est la phrase qui a été retenue par beaucoup de médias. Moi, je retiens plutôt des expressions, des visages. Je retiens le visage d'Emmanuel Macron. Comme ça, très fixe, il regarde fixement Marine Le Pen. Dans les premières minutes. Et en plus, il a une gestuelle un peu invasive, son visage. Il est là, où il se gratte l'oreille, où il met les mains comme ça. Enfin, moi, je retiens une sorte de fouillis, comme ça, un peu constant. Marine Le Pen, comme ça, alors un petit peu crispée. Ça dit beaucoup, hein, la gestuelle. Et d'ailleurs, même au début, on avait l'impression qu'Emmanuel Macron n'était pas vraiment là. Parce qu'il se déplaçait un peu, il n'était pas droit. Et puis, il s'est mis petit à petit dans le débat. Et en fait, c'est au moment de la Russie que ça a vraiment décollé, il me semble. On est d'accord. Est-ce qu'il y a une phrase que vous retenez, l'un et l'autre? Je suis d'accord avec Laetitia, c'était vraiment le langage corporel qui était, le non-verbal qui était frappant. Ça va pas être simple pour faire les sujets dans 5 ans, hein, quand on fera les archives. D'ailleurs, les réseaux sociaux s'y sont pas trompés, ils ont tout de suite ils ont fait des mèmes. empilé les captures d'écran. Je crois que j'ai vu passer un mème assez drôle sur les 7 attitudes qu'il ne faut pas avoir en entretien d'embauche, avec Emmanuel Macron croisant les bras, regardant ailleurs. Donc c'est ça que les gens ont vu. Ils ont vu 2 personnalités plutôt que 2 projets, je pense. Et c'est peut-être pas un hasard si on retient ça d'hier, c'est que ce match-là, on l'a dit, on l'a joué il y a 5 ans. On sait qu'il y a 2 France, on connaît cette opposition. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est plus dans la séduction pas forcément du 3e bloc, mais de la France du milieu, en fait. Voilà, on sait que les cadres vont se reconnaître effectivement la brillance de Macron, que les catégories populaires sont plus à l'aise avec l'empathie de Marine Le Pen. Et finalement, je me demande si ce qu'ils n'ont pas essayé de faire dans ce débat, c'est trouver la manière de séduire cette France moyenne du milieu qui hésite entre les deux. Et ça, on y reviendra dans un court instant. Est-ce qu'il y a, alors c'est compliqué, on est à moins de 24 heures du débat, mais est-ce qu'il y a une phrase qu'on retiendra pour l'histoire, ou une séquence? Je crois pas. Après, l'histoire dira. Et puis, on relie aussi l'histoire à l'aune du présent, souvent. Oui. Et donc, il est tout à fait possible que la guerre en Russie changeant de cours, que les relations européennes évoluant dans telle manière, on aille piocher une des phrases qui ne nous paraît pas saillante aujourd'hui, mais qui le serait plus tard. Ça, c'est quand même une grande leçon de l'histoire. Hein. C'est qu'elle est toujours un peu réécrite. Donc... par les acteurs du présent. Alors, les 2 finalistes ont repris leur campagne de terrain ce matin. Emmanuel Macron à Saint-Denis sur le thème du logement. Marine Le Pen dans la Somme, notamment pour rencontrer des chauffeurs routiers. Hugo Lemonnier. Avant-dernier déplacement pour Marine Le Pen, qui tente un retour tonitruant sur le terrain au lendemain du débat présidentiel. La députée d'extrême droite revient à l'un de ses thèmes de prédilection, le recours aux travailleurs détachés. L'esclavagisme moderne existe bien dans notre pays. La concurrence déloyale, que ce soit pour les agriculteurs ou que ce soit pour les routiers, est en train de tuer purement et simplement nos activités. La candidate du Rassemblement national déjeune dans un restaurant routier avec des chauffeurs poids lourds et se fait le porte-étendard de cette France victime, selon elle, du mépris affiché par Emmanuel Macron au débat de la veille. J'ai eu face à moi un Emmanuel Macron égal à lui-même, très méprisant, très arrogant, y compris dans sa posture. Ça n'a étonné, je crois, aucun Français qui eux-mêmes subissent cette arrogance et ce mépris depuis 5 ans. Le président candidat arrive lui en début d'après-midi à Saint-Denis, où l'attend une masse de partisans pour la traditionnelle séance de selfie. Monsieur le Président, une photo s'il vous plaît. S'ensuit 1h30 de bain de foule, avec par moments des interpellations d'habitants de Seine-Saint-Denis épuisés par la précarité. 25 ans que j'habite ici, à Saint-Denis. On ne m'a jamais proposé de logement avec un fils handicapé.
Moi, j'habite dans mon appartement vétuste, qui est très indigne. D'accord ? J'ai pas de toilette, j'ai pas de salle de bain, j'ai pas honte de le dire, parce que le propriétaire veut rien faire. Handicap, discrimination, habitat indigne, une colère sociale où pointe parfois le désespoir. C'est très très dur. On vit cela, on est le quoi ? Ça fait depuis le 10 que je suis à débit. Je n'aime pas aller demander de l'aide à l'assistance sociale parce que c'est une honte pour moi. Alors Emmanuel Macron tente de donner des gages à l'électorat de gauche en se présentant comme le défenseur des quartiers populaires. L'ensemble des habitants de nos quartiers populaires sont une chance pour notre République. On a beaucoup ces derniers mois stigmatisé ces habitants, en réduisant les débats, en opposant parfois, en clivant notre société. En Seine-Saint-Denis, seuls 20% des électeurs ont voté Emmanuel Macron au premier tour, loin derrière Jean-Luc Mélenchon, avec 49% des voix. Étienne Ollion, Emmanuel Macron, là il est dans la France mélenchoniste à Saint-Denis. Saint-Denis, premier tour, Jean-Luc Mélenchon 61%, Emmanuel Macron 16%, Marine Le Pen 8%. Oui, alors en effet, Jean-Luc Mélenchon a fait des scores absolument incroyables dans l'ancienne banlieue rouge, la ceinture rouge française. Il a fait des scores aussi très importants dans les grandes villes. Il a même fait des scores importants dans des villes relativement moyennes. Donc il a un électorat qui est assez composite en fait et qui traverse différents groupes sociaux, puisque dans le cœur des grandes villes françaises, et Paris en premier lieu, mais on pourrait citer Lille, on pourrait citer Lyon où il arrive aussi en tête, Strasbourg, ce sont à chaque fois des personnes qui étaient de gauche, de centre-gauche et qui ont participé de ce phénomène de vote utile. Alors que là, quand on est en Seine-Saint-Denis, c'est plutôt un électorat qui est plutôt de classe populaire et qu'il a réussi à mobiliser à travers, en Seine-Saint-Denis, justement, toute une série d'actions qui ont été menées par le parti pour être très présent via la vie associative, via des comités de quartier et qui, au jour de l'élection, finalement, ont payé. Et qui pourrait payer dans la perspective des législatives. Est-ce que vous avez été surpris, comme moi, Laetitia Stroche-Bonnard, là on parle un peu de Jean-Luc Mélenchon, par cette sortie du candidat de la France Insoumise sur les législatives, élisez-moi Premier ministre ? Cette espèce de pont par-dessus le second tour de la présidentielle, comme si finalement ça n'avait aucune importance. Non mais c'est une stratégie. Enfin, que peut-il dire d'autre ? Moi, ça me semble pas complètement absurde de dire qu'il pense déjà à la suite. Et d'ailleurs, plus généralement, on peut aussi penser les choses comme ça si on est attaché au Parlement, qui, à mon avis, n'a pas un rôle assez fort aujourd'hui. Eh bien, on peut réfléchir à la façon de construire une opposition intéressante au Parlement. Alors, pour certains, ce serait celle de la gauche, de Jean-Luc Mélenchon. Pour d'autres, ça pourrait être aussi la droite, parce que de loin, on a l'impression que les Républicains et En Marche, c'est la même chose, mais de près, il y a quand même des différences entre la République En Marche et la droite libérale conservatrice. Il y a aussi une forme d'opposition qu'on peut chercher ici. Moi, je trouverais ça intéressant, en fait, de voir si le Parlement ne peut pas regagner un rôle en ayant une force, en étant un vrai contrepoids. Ce qui n'est pas... ce qui n'est plus, et ça n'est pas une fatalité. La Ve République, certes, est une république présidentielle, mais elle n'interdit pas que le Parlement soit fort, et même du temps de De Gaulle, le Parlement avait plus d'importance. Donc là, on a vraiment connu une régression sur ce point-là. Jean-Laurent Casely, pardon. Dans votre livre, vous montrez finalement les différentes France confrontées à la mondialisation, à l'impact de la mondialisation. Une France d'ailleurs qu'on ne connaît pas bien parce qu'on est encore dans un fantasme de la France des 30 Glorieuses. C'est assez intéressant. Jean-Luc Mélenchon, c'est celui qui propose sans doute le virage économique ou le modèle économique le plus radicalement renouvelé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui, la question pour moi, c'est plutôt pourquoi dans ce cas-là, il n'est pas au deuxième tour. Oui. À 420 000 voix près. Oui, mais moi je vois beaucoup depuis hier sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens se plaindre que le débat aurait été beaucoup plus intéressant avec Jean-Luc Mélenchon. Il fallait les lire, il fallait qu'ils passent. Et pour rebondir sur la question des législatives, je pense que vous l'avez dit, il y a des zones de force en fait de ce nouveau vote de gauche émergent. On voit très bien en fait, plus clairement d'ailleurs qu'en 2017, où c'était déjà Jean-Luc Mélenchon, où il était déjà présent. En 2022,
Il préempte le vote de la jeunesse, de la génération climat, comme on l'appelle parfois, c'est une jeunesse plutôt diplômée, sensible à questions d'écologie, questions de féminisme. Il fait des cartons dans les villes, puisque vous l'avez dit, Lille, Montpellier, Strasbourg, c'est du plus 10 points par rapport à 2017. Et il est en quasi-monopole dans les banlieues et le vote des minorités. Alors, ce qui lui manque dans cette coalition, c'est le vote populaire des périphéries, voilà, qui reste la chasse gardée de Marine Le Pen. Et c'est à la fois un choix stratégique que la France Insoumise a fait. Elle cartonne en fait dans ces zones de force, mais il manque en fait ce bout. On sait qu'aujourd'hui les banlieues étaient irréconciliables avec ces zones justement périphériques. Comme s'il fallait choisir en fait dans la stratégie électorale entre les uns et les autres. Voilà. Et moi j'ai eu pas mal de retours de gens sur le terrain qui sont proches de la France Insoumise qui justement commencent à s'en inquiéter un peu. Voilà, pour la suite. De l'abandon de la France périphérique par leur mouvement. Disons que du fait que le résultat du premier tour va probablement pousser l'état-major à continuer dans cette stratégie-là. Voilà, mais on verra avec quel succès aux législatives. Ouais. C'est un peu la France gilet jaune, Étienne Ollion, dont on est en train de parler, la France périphérique, qui a finalement, alors ce mouvement qui était tellement composite, sans aucun leader, enfin on va pas refaire l'histoire des Gilets jaunes, mais est-ce qu'il n'a pas fini quand même petit à petit par s'extrême droitiser ? Disons que la France périphérique, déjà, elle-même, elle est extrêmement composite, et encore plus que ne l'étaient les Gilets jaunes. Donc de ce point de vue-là, si on regarde ça avec les données de l'INSEE, on voit assez clairement que c'est assez difficile de trouver une consistance à ce concept qui a été mobilisé parfois, mais qui en fait a une très grande variété. Donc ça c'est certain. Après, la France insoumise, en effet, a fait bien mieux dans les banlieues qu'elle ne l'a fait dans d'autres endroits, et en particulier dans cette France périphérique. Est-ce que c'est une question d'impossibilité parce qu'on ne peut pas réconcilier de discours, comme j'ai l'impression que vous le souteniez? Est-ce que c'est aussi des questions organisationnelles, c'est-à-dire que c'est difficile en fait d'être au four et au moulin, d'avoir un parti, surtout quand on n'a pas voulu le construire comme parti, qui va s'implanter localement dans des endroits qui ne sont pas complètement non plus acquis à cette cause-là. Et ça, évidemment, après, ça a des effets très forts parce qu'on sait en sociologie électorale qu'il y a des effets de contexte, il y a des effets sociodémographiques, on parlait des différentes variables ici du vote, mais il y a des effets contextuels, c'est-à-dire que vous allez aussi voter en fonction de ce que font votre famille, bien sûr, mais vos voisins, vos proches, les gens autour de vous. Et ça, dans les petits villages, ça joue énormément parce qu'il y a un entre-soi. Et donc, il y a une espèce d'évidence qui va se produire sur le nom d'un ou de quelques candidats. Mais est-ce que c'est une occasion manquée de la part de Jean-Luc Mélenchon qui aurait pu, au lendemain de la présidentielle il y a 5 ans, finalement devenir le premier opposant d'Emmanuel Macron? Et il n'a pas réussi à construire cet ancrage local dont vous parlez. En tout cas, si on en croit les résultats, oui, vous avez raison. Et puis je pense qu'on peut donner un élément supplémentaire qui est que la France Insoumise a tenté, par certains aspects, de se lancer dans la course à cet électorat. La France Insoumise a été présente assez rapidement, pas au début, mais assez rapidement dans les manifestations Gilets jaunes. Ouais. Et donc, de ce point de vue-là, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas essayé. Mais le résultat des comptes est qu'ils n'ont pas réussi. Ouais. J'ai une question un peu taboue. Est-ce que la colonne vertébrale de cette France dite Gilets jaunes n'est pas justement le nationalisme, n'est pas justement le refus des minorités? Je le dis de façon un peu abrupte, et aussi une certaine islamophobie. Moi, je peux vous répondre, je me permets juste, parce que j'ai vu cet après-midi des collègues qui présentaient sur un travail en cours sur les Gilets jaunes. Donc, c'est un séminaire de recherche, c'est des choses qui ne sont pas encore publiées. On a notre temporalité propre dans le monde académique. C'est bien, et c'est ce qu'on recherche dans cette émission. Et justement, en fait, ce qui montre, c'est ce que je disais là, c'est l'extrême diversité avec des gens qui seront des précaires, mais des précaires périurbains, mais qui n'ont aucun, pour certains qui seront nationalistes, pour certains qui seront islamophobes, mais pour d'autres qui seront tout à fait différents. Donc non, je crois qu'il faut être très attentif avec ça, et leur enquête montrait que du côté de la politisation, on est à 50-50 à peu près. Donc c'est beaucoup plus divers et clivé, en fait, ce qui peut expliquer pourquoi le mouvement n'a pas continué aussi. Mais les banlieues n'ont jamais manifesté avec les Gilets jaunes. Alors aussi pour des raisons d'éloignement géographique, mais c'est vrai que c'est une question qui est très débattue depuis les Gilets jaunes. Pourquoi il n'y a pas eu de jonction entre les catégories populaires de banlieue et celles de la périphérie? Bon, il y aurait plein d'explications à ça, mais juste le fait que Marine Le Pen soit allée voir des routiers dans un resto routier pendant qu'Emmanuel Macron était en Seine-Saint-Denis répond aussi un peu à votre question. Mais simplement sur les Gilets jaunes, je ne sais pas à quels travaux vous faisiez allusion, mais je me rappelle qu'il y a eu des recherches très intéressantes de chercheurs de Grenoble
et qui ont bien montré, il me semble, qu'il n'y a pas de tentation, disons, islamophobe ou xénophobe chez les Gilets jaunes, qui a plutôt, s'il y a un nationalisme, il est plutôt économique, mais il n'est pas identitaire. Et il me semble que ça c'est important, parce qu'on a essayé de rapprocher les Gilets jaunes assez souvent justement d'une forme de rejet identitaire. Alors bien sûr, il y a toujours des éléments minoritaires dans les mouvements qui peuvent avoir ce genre de tendance, mais quand même, les Gilets jaunes, c'est essentiellement un mouvement social et économique qui parlait très peu d'identité au sens ethnique, et qui parlait plutôt de politique, de société et d'économie. Et alors, je fais une petite digression, mais ça montre aussi qu'on a énormément parlé d'identité nationale cet automne. On nous disait que c'était le grand sujet, l'immigration également. En fait, on s'est rendu compte à la fin, comme par hasard, que le sujet, c'était le pouvoir d'achat. À mon avis, on le savait déjà, et on n'a pas vraiment voulu voir les leçons sur le long terme de ces 5 années qui se sont écoulées. Alors, une information qui vient de nous parvenir, on l'évoquait avec Pierre Latry tout à l'heure, notre partenaire Ipsos, le dernier sondage qui a été réalisé aujourd'hui après le débat pour tenir compte de l'impact du débat sur les intentions de vote. Une légère progression d'Emmanuel Macron qui est à 57,5% d'intention de vote contre 42,5% pour Marine Le Pen, ce qui fait un écart de 15 points. Écart évidemment important, c'est le plus important, un écart relevé par Ipsos depuis le lendemain du premier tour de la présidentielle. Et puis autre élément intéressant, la question a été posée aux Français par Ipsos. Qui avez-vous trouvé le plus convaincant ? Et là, c'est Emmanuel Macron qui l'emporte. 43% des personnes interrogées ont trouvé Emmanuel Macron le plus convaincant, 24% Marine Le Pen et 33% ni l'un ni l'autre. Voilà, match nul pour 33% des Français. Bon, un Emmanuel Macron, je ne sais pas si j'ai envie de vous faire commenter ça, parce que je voudrais qu'on garde du temps pour analyser les fractures de notre société, mais plutôt vainqueur du débat. Allez, je vous laisse dire un mot là-dessus. Est-ce que vous l'avez ressenti, vous, comme téléspectateur ? Oui, parce que comme là on parle des segments électoraux, peut-être qu'il ne faut pas oublier celui des plus de 65 ans qui a voté très majoritairement pour Emmanuel Macron au premier tour, qui va à nouveau voter pour lui au second, et qui sont des gens qui peuvent avoir peur en fait de l'instabilité de l'arrivée de Marine Le Pen au pouvoir. Donc c'est plus pour des raisons, je dirais peut-être politico-économiques que même morales, qu'il a peut-être joué ce rôle du chef de l'État rassurant qui assure, qui est aux manettes. Et je dirais, j'ai entendu plusieurs fois après le premier tour des jeunes dire on nous a volé l'élection parce qu'il y a plus de 40% d'abstention chez les moins de 24 ans. Mais si vous enlevez les plus de 70 ans au deuxième tour dimanche soir, je ne suis pas sûr que les sondages, le rapport de force soit exactement le même. Ce que je veux dire par là, c'est que on sait qu'aujourd'hui, le cœur électoral de Marine Le Pen, c'est les actifs, les 25-50, en gros. Voilà. Et les catégories populaires et moyennes. Ce qui pose quand même des questions sur la suite. Puisque ces gens sont amenés à vieillir et à remplacer progressivement le corps électoral le plus âgé, qui est encore un rempart contre le Front National, le Rassemblement National. Je le dis parce que parfois les gens associent Marine Le Pen ou le RN à un vote réac, donc de personnes âgées, et en fait c'est plutôt l'inverse. Voilà. Alors on analyse ce vote, on analyse les fractures françaises avec cette question, ça se rejoint autour du populisme. Laetitia, vous avez trouvé que la prestation de Marine Le Pen hier soir était l'illustration d'une candidature populiste. Pourquoi ? Oui, et je défends ce thème que la doxa ambiante tente de banaliser, de minorer et d'éjecter du débat public. Le populisme, ça veut dire quelque chose, Thomas, et en ce moment dans nos démocraties un peu fatiguées occidentales, on le voit monter partout. D'ailleurs, c'est souvent les populistes qui disent eux-mêmes ça n'existe pas, c'est un terme tiroir, passez votre chemin. Et hier, Marine Le Pen s'est inscrite dans cette lignée Trump, Bolsonaro, et même Orban, avec un passage. Alors moi, j'ai retenu un passage que je n'ai pas vu après aujourd'hui dans la presse ni dans les médias audiovisuels. Ce passage qui vraiment, c'est tout la quintessence du discours populiste. Écoutez. Le bon sens d'empêcher de nuire les prédateurs d'en haut, ceux qui pillent nos fleurons nationaux et qui font de l'optimisation fiscale, et puis les prédateurs d'en bas, c'est-à-dire les délinquants et les criminels qui harcèlent les braves gens et qui, il faut bien le dire, pourrissent leur existence. Voilà, c'est typique. Voilà, c'est la mâchoire populiste, c'est-à-dire qu'il y a la défiance envers les élites
les prédateurs d'en haut et il y a cette haine envers les prédateurs d'en bas, les délinquants. Elle ne dit pas immigrés, mais parce qu'elle est en train de se normaliser, mais tout le monde l'entend. Et cette mâchoire populiste, elle l'avait hier Marine Le Pen bien en bouche. Mais alors c'est quoi le populisme? Comment vous le définissez? C'est une idéologie mince, simpliste, qui tend à se revendiquer de l'incarnation du peuple. On l'a senti hier, Marine Le Pen souffrait beaucoup. Elle souffrait avec les jeunes, elle souffrait avec les pauvres, elle souffrait avec les opprimés, avec les victimes. Et donc, on se pose en incarnation du peuple pour prendre le pouvoir et ensuite installer, en démontant un peu les institutions démocratiques, un pouvoir autoritaire avec des médias muselés et avec, parfois et très souvent, quand on regarde par exemple la Hongrie de Orban, moins de liberté que celle promise pour le peuple. Et le populisme, c'est surtout le symptôme d'une démocratie, comme je le disais en introduction. Ce n'est pas la faute de Marine Le Pen, c'est le symptôme de nos systèmes qui sont vieillis, qui sont usés. Et pour que le populisme disparaisse, il faut que les mots MAUX de notre démocratie disparaissent également. Les mots, ce sont la défiance envers le politique, les inégalités sociales qui sont exacerbées par quoi? Par ça, parce qu'on a l'impression que tout se vaut et que moi je vous vaux, Thomas. Or non, ce n'est pas vrai. Et il y a aussi bien sûr cette question quand même identitaire, toutes ces problématiques identitaires qui renforcent le populisme. Donc c'est finalement un poisson qui se mord la queue. Pour stopper le populisme, il faut que ces mots soient résolus. Et c'est pour ça que là, pendant cette campagne, on en avait deux. On avait Éric Zemmour et Marine Le Pen. Et pas Jean-Luc Mélenchon. Pour vous, c'est pas un populiste? Pour moi, non. Jean-Luc Mélenchon, c'est comme Boris Johnson. Ce sont des vieux politiques du système qui empruntent le masque des populistes. Ce n'est pas pareil. Vous êtes d'accord avec ça? Ou est-ce que vous classez Jean-Luc Mélenchon parmi les populistes? Oui, je le classerai parmi les populistes. Mais je ne crois pas que pour lui ce soit une insulte. D'ailleurs, il me semble qu'il l'a même parfois revendiqué. Boris Johnson, je ne sais pas. Boris Johnson, il est quand même issu d'un vieux parti et Jean-Luc Mélenchon aussi, oui, mais socialiste. Il n'a pas fait de rupture. C'est-à-dire qu'en fait, le parti, il faut quand même se rendre compte que le parti conservateur anglais, il a 200 ans. Et c'est ça qui est fabuleux dans leur démocratie, c'est qu'il ne change pas, c'est toujours le même parti. Alors il y a différentes façons de le diriger, je suis bien d'accord avec vous. Mais voilà, je ferai une distinction parce qu'il est quand même soutenu par des députés qui sont des conservateurs, qui sont issus de ce même parti. On n'est pas forcément sur le modèle anglais. Mais pourquoi Jean-Luc Mélenchon est populiste pour vous? Parce qu'il correspond assez bien à la définition que vous donnez. Je suis assez d'accord avec vous, je suis pas d'accord avec Laetitia. Mais on peut en faire une description sans que ce soit un jugement de valeur. Alors bien sûr, ça devient un jugement de valeur parce qu'après, on considère que la démocratie, c'est plutôt la complexité et la délibération. Donc c'est vrai que le populisme et la démocratie, le populisme et la démocratie vont pas forcément bien ensemble. Mais j'aurais juste aimé faire une petite distinction. En fait, la colère vis-à-vis des élites ou les critiques ne sont pas toujours non justifiées. Et je pense que dans le populisme, il y a un mélange, enfin en tout cas dans ce que les gens expriment. Il y a des critiques qui me semblent illégitimes, et notamment quand elles expriment simplement de l'envie sociale. Par exemple, quand on dit on n'aime pas les riches, on veut qu'ils soient moins riches, même si nous on n'est pas plus riches, ça c'est de l'envie sociale. Et franchement, ça n'a rien de bon, ça n'aide personne. Mais en revanche, si vous exprimez un manque de reconnaissance, si vous avez l'impression que démocratiquement votre voix ne compte pas et que les élections ne reflètent pas ce que vous voulez, donc le système institutionnel est vicié, c'est pas complètement étonnant que parfois ça prenne une très mauvaise direction. Moi, ce qui me gêne dans notre démocratie, c'est que personne de modéré n'essaie de prendre en charge ces demandes pour les transformer, pour en faire quelque chose politiquement. Pour moi, c'est ça l'enjeu aujourd'hui, et personne n'en parle. C'est pour ça que je disais que c'était le symptôme de... Oui, bien sûr, mais on n'est pas complètement d'accord. Vous vouliez intervenir. Nous, ça fait 20 ans dans les sciences sociales qu'on se pose la question de qu'est-ce que c'est que le populisme, et même un petit peu plus, en fait, et qu'on a des séminaires, des réflexions pour savoir, en fait, est-ce que c'est un terme utile ou pas? Est-ce que c'est un terme qui peut être défini ou pas? Vous avez mentionné le fait que c'était un terme mince, au sens où, en fait, il est très flexible, il peut se passer d'une idéologie à l'autre, il peut s'accrocher à la gauche comme à la droite. Les définitions... pas hégémonique, mais dominante qu'on retient, c'est 3 points en général. C'est la personnalisation du pouvoir, la mise à distance des corps intermédiaires et le rejet des élites. Et donc, de ce point de vue-là, et la demande qu'on les mette à la porte. Et de ce point de vue-là, en fait, moi, ce qui m'avait beaucoup frappé, moins dans cette élection-ci que dans l'élection précédente, c'est que si vous prenez ces 3 critères-là, d'une certaine manière, Emmanuel Macron était quelqu'un qui faisait ça. Rejet des élites, c'était évidemment le cas, puisqu'il a mené une campagne en disant qu'il fallait cesser la professionnalisation de la politique.
Mise à distance des corps intermédiaires, il l'a fait en mettant les syndicats un petit peu à distance, et personnalisation du pouvoir, on l'a vu plusieurs fois. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'Emmanuel Macron est un populiste ou une sorte... Je ne sais pas, mais en tout cas, je crois que ça amène à se poser la question. Vous oubliez le dernier chapitre du populisme, qui est justement la confiscation du pouvoir et moins de liberté et museler. Mais qui arrive aussi chez des leaders qui ne sont pas populistes. Et donc, ça ne peut pas être une condition essentielle, en fait, de ce populisme. C'est un populiste libéral, finalement. Non, mais... En tout cas, moi, je pense qu'il faut être attentif avec ces notions et à les utiliser avec une Oui, mais vous avez raison. Mais en fait, finalement, vous vous rapprochez d'analyses comme celle d'Emmanuel Todd, qui me semble a dit ce genre de choses aussi sur Emmanuel Macron. Enfin, ça ne signifie pas qu'on les met sur le même plan, mais ça signifie que c'est une approche de la politique qui se veut très directe aussi avec le peuple. Et qui peut aussi exister dans tous les courants. Oui, alors les France irréconciliables, c'est là aussi une expression qu'on emploie souvent. Regardez cette carte qui est intéressante parce que sont les résultats du premier tour par département et ça nous montre 3 France, celle où Emmanuel Macron arrive en tête en jaune, Marine Le Pen est en bleu et Jean-Luc Mélenchon est en rouge. Donc là, on a vraiment la région parisienne. Alors, vous ne le voyez pas à cause du bandeau, mais il y a aussi les Outre-mer. Il faudrait évidemment la nuancer, cette carte. On l'a évoqué tout à l'heure avec le résultat, vous le disiez, Étienne Lyon, dans les grandes villes. On a un Jean-Luc Mélenchon qui arrive en tête dans de nombreuses grandes villes de France. Tiens, d'ailleurs, Jean-Laurent Casselet, est-ce que cette fracture, cette vieille fracture sociologique ville-campagne, est-ce qu'elle se creuse à l'aune du résultat de cette élection et d'une manière plus générale aussi? Alors, on voit bien... pas dans cette carte justement, mais dans le résultat du premier tour, qu'il y a 3 blocs qui s'affrontent. Vous avez un duopole Macron-Mélenchon sur les grandes villes. Le cas de Paris est emblématique. Tout l'ouest est en orange, il vote Macron. Tout l'est, plus bobo et populaire, vote Mélenchon. Voilà, si je résume. Les couronnes pauvres, les banlieues populaires qui votent, on l'a dit, très massivement pour Jean-Luc Mélenchon. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est un schéma qui se reproduit dans presque toutes les grandes villes françaises, dans toutes les grandes capitales régionales. Ce qu'on voit pas justement dans le résultat de qui arrive en premier par département, même si c'est aussi très intéressant. Et ensuite, vous avez ce fameux vote des périphéries qu'on n'arrive pas à désigner souvent dans les débats, qui est le vote Marine Le Pen. Enfin, qui est l'ère dans laquelle Marine Le Pen est la plus à l'aise. C'est les communes peu denses, les petites communes, les communes rurales, mais aussi quand on dit communes rurales, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des agriculteurs, il y a aussi beaucoup d'employés, d'ouvriers, de petits fonctionnaires, etc. qui y résident. Donc une France populaire. Et ça, c'est quand même un schéma qu'on voit, qui n'est pas systématique, mais qui ressort fortement de ce premier tour. Et je dirais que pour boucler avec la question du populisme, je ne vais pas rajouter une définition, mais moi ce qui m'intéresse, c'est le fait que quand on arrive à 42% pour Marine Le Pen, si on prend le sondage qui lui est donc le plus défavorable, celui d'aujourd'hui, vous avez, j'ai regardé dans la ventilation en fait des populations qui votent qui ont une intention de vote pour un tel ou tel autre. Ce qui est intéressant, c'est encore une fois, c'est pas que les ouvriers votent Le Pen et les cas de Macron, ça fait 5 ans maintenant qu'on le sait. Ce qui est intéressant, c'est que la catégorie du milieu, c'est-à-dire les professions intermédiaires, donc les infirmières, les commerciaux, les maîtres d'école, les bacheliers, mais aussi les bac+2, commence à être tiraillé. Ça commence à être du 50-50 dans ces catégories-là, et c'est aussi le cas, je l'ai dit tout à l'heure, des 25-50, 25-55. Donc ça veut dire que moi je veux bien qu'on dise que tout le monde est populiste, la droite, l'extrême droite, l'extrême gauche, etc. Mais quand vous avez la moitié, en gros, des catégories moyennes qui se tournent vers le vote populiste, c'est qu'il y a un gros problème. C'est pas juste le vote des losers, des exclus, c'est le vote, et je l'ai vu en allant dans ces fameux meetings, c'est des gens normaux d'une France moyenne. Voilà. Et alors, ça, c'est vraiment un problème. Un extrait de ce meeting, vous étiez à Avignon, 14 avril dernier, Marine Le Pen, donc, qui oppose le bloc populaire et le bloc élitaire. On l'écoute. Ce rendez-vous du 24 avril, vous l'avez compris, mesdames et messieurs, met face à face le bloc populaire contre le bloc élitaire. Le bloc de ceux attachés à la sécurité sociale contre le bloc de ceux attachés au pouvoir de l'argent. Le bloc de ceux attachés aux services publics contre le bloc de ceux qui vendent les fleurons de notre industrie. Le bloc de ceux qui considèrent le peuple comme le seul souverain contre le bloc qui concède le pouvoir aux seuls techniciens. Bref, le peuple contre l'oligarchie.
Étienne Ollion, c'est intéressant parce que tout à l'heure, vous décriviez la première campagne d'Emmanuel Macron qui s'était positionné un peu contre les élites. Et aujourd'hui, en tout cas dans les attaques de Marine Le Pen, c'est le candidat des riches et des élites. Oui, alors en tout cas, c'est sûr que Emmanuel Macron lui a mené une campagne tout à fait différente cette fois-ci de la fois précédente. Il n'a pas appelé à un renouvellement, ce qui est par ailleurs assez normal et qui aurait été suicidaire d'appeler à faire le grand ménage comme il avait fait. Il n'allait pas être le chantre du dégagisme, ça voilà, c'est sûr. Je pense que c'était pas la bonne politique à mener, mais il est certain que, en effet, cette fois-ci, il est le candidat, y compris dans les votes, des classes qui sont les classes les plus aisées. On l'a vu, il a été pillé. C'est plutôt la France qui va bien, la France qui est. C'est ce qu'on dit en général. Je pense que Jean-Laurent Casselli qui a une vision de l'Europe, qui croit en son avenir grâce à l'Europe. Enfin, c'est tout ça, la France de Macron. Et les retraités, quoi. Et le bloc des retraités. Et une grande partie des retraités, en effet. Non, mais Jean-Laurent Casselli, je trouvais ça très intéressant, essayer de complexifier justement cette vision, en fait, en montrant qu'il fallait être un petit peu plus nuancé, en fait, sur ces blocs-là. Mais que, oui, en effet, c'est le candidat qui cherche qui parle à un électorat riche. Après, la position de Marine Le Pen ici, c'est de faire exister des blocs, et ça, c'est ce que font tous les candidats à une élection présidentielle, ou même tous les politiques. Le but d'un responsable politique, c'est d'imposer une certaine grille de lecture du monde. La classe ouvrière contre les autres, les élites contre le peuple. Je sais pas, on pourrait en trouver encore plusieurs comme ça. Et donc, elle est dans une stratégie, en fait, qui est tout à fait habituelle, qui a l'air de fonctionner en ce moment, parce qu'il y a un problème, justement, avec nos institutions, et on en parlait tout à l'heure, le Parlement, la démocratie. Et de ce point de vue-là, en effet, il est peut-être temps d'agir de la part d'Emmanuel Macron s'il est réélu, pour que la fatigue démocratique ne devienne pas une colère démocratique, et que la table soit renversée sur lui. Oui. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup. Effectivement, ce sera l'un des défis d'Emmanuel Macron s'il est réélu. Et on va rester prudent malgré ces sondages qui nous donnent un écart qui progresse entre un peu jour après jour. Voilà, on est maintenant selon l'Institut Ipsos, à 15 points d'écart entre les deux finalistes. Ça fait beaucoup. Merci. Je rappelle le titre de vos livres respectifs. Laetitia Estroche-Bonnard, De la France, ce pays que l'on croyait connaître. C'est aux éditions Perrin. Étienne Ollion, les candidats novices et professionnels en politique aux presses universitaires de France, et Jean-Laurent Casselli, La France sous nos yeux. Économie, paysage, nouveau mode de vie, c'est au seuil.